jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les propos de Jean-Luc Mélenchon qui ont traité de nazisme, de nazi à Adolf Eichmann, ça, c'est juste une injure publique. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais comparé le président de l'université à un nazi, ce n'est pas vrai. Mon ministère va se porter plainte pour injure publique devant un agent public. Je pense que le gouvernement, en voulant porter plainte contre Mélenchon, instrumentalise au moment de la campagne électorale. Quand vous lisez la déclaration précise de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucune injure publique dans la prise de position. C'est le choix de Mélenchon. Il aurait pu prendre d'autres références, mais bon. Et donc cette référence qui fait beaucoup parler. Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé dimanche une plainte contre l'ancien candidat insoumis à la présidentielle qui a dressé un parallèle, vous l'avez entendu, entre le président de l'université de Lille et Adolf Eichmann, qui est une figure du nazisme. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est désormais sans limite? Est-ce qu'on peut tout dire au nom de la liberté d'expression ou doit-il y avoir des limites, comme c'est le cas en France, dites par la loi? Est-ce que ça ne va pas lui permettre de se victimiser en disant, voyez, tout le monde me tombe dessus? Et à cette question, l'État a-t-il raison de porter plainte contre Mélenchon suite à ses propos avec l'allusion à Adolf Eichmann? Vous dites oui à 65%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et cette intervention de Jean-Luc Mélenchon fait suite à ce qu'il, enfin, je répète les propos qu'il a dit. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. C'est suite effectivement à l'injonction, finalement, au fait de vouloir fermer cette université pour cause de désordre, éventuellement de désordre public. Voilà. D'abord, une digression dont j'ai conscience. Je trouve très justifiée la plainte de la ministre des Universités pour injure publique, et en même temps j'ai été très surpris par cette même ministre qui trouve le moyen d'approuver l'accord, de mon point de vue indécent, qui a été conclu à Sciences Po entre la direction et, j'allais dire, les voyous, disons, le groupuscule semeur de désordre et de violence, et instrumentalisant une école qui a été il y a longtemps prestigieuse. Deuxième élément, je suis un partisan, je le sais comme vous, mes amis, presque absolu de la liberté d'expression, mais je me demande si il n'est pas temps, devant plus que des outrances de Jean-Luc Mélenchon, d'adopter une attitude de riposte et de réplique judiciaire. Sinon, on pourra lui donner l'impression qu'il a peut-être déjà que tout lui est permis. Deuxième élément, troisième, et je termine, le fait qu'il y ait une plainte contre lui l'a déjà conduit bizarrement à faire une légère marche arrière qui est en fait absurde, puisqu'il affirme qu'il n'y avait pas de comparaison avec le nazisme quand il parlait au sujet du président de l'université d'Adolf Eichmann. Donc je pense que ça va peut-être... Ils vont le victimiser, il va se victimiser, mais je pense que tout de même la démarche est très opportune. Jean Dorido. Oui, alors pour répondre à la question du débat, est-ce que l'on peut tout dire au nom de la liberté d'expression? Clairement, en France, la réponse c'est non. C'est très très encadré. Il y a des interdictions. Dès qu'il y a incitation à la haine raciale, dès qu'il y a des propos homophobes, et puis là en l'occurrence injure publique, c'est interdit, c'est sanctionné par la loi. Vous n'avez pas le droit d'injurier publiquement quelqu'un, et bon, ça va être justement devant les tribunaux, et c'est la justice qui va décider, qui va se concerter, savoir est-ce que le fait... C'est quand même... Jean-Luc Mélenchon devient assez coutumier de référence à la Shoah, de référence à la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même assez toxique, me semble-t-il. Il y a le Brun-Pivet, qui part camper. En Israël. Et donc, si vous voulez, tout ça, ça donne une espèce de coloration assez nauséabonde, me semble-t-il, à son discours, et donc ça va être intéressant. Il y a une plainte qui semble légitime, et puis la justice va dire est-ce que ces propos, ça consiste finalement à traiter le patron de l'université de Lille de nazi, et c'est une injure, c'est interdit, bien sûr. Mickaël Sadoun. Bon, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon aurait pu tenir un propos intéressant, puisque visiblement, il parlait aussi de ça pour parler de la banalité du mal, d'accord, qui est un concept développé par Hannah Arendt, dans et son qui livre. explique notamment que le mal est fait non pas par des gens passionnés, mais par pleins des de gens convictions ordinaires. extrémistes, mais par des gens, des petits hommes gris, des gens ordinaires, sans conviction ni passion. C'est un propos qui peut se tenir et qui est intéressant dans le débat politique, qui s'applique. Bon, peu importe. De là à traiter ses adversaires systématiquement de nazis, il y a une énorme frontière. Je note quand même
que Jean-Luc Mélenchon est loin d'être le seul dans le débat public à abuser de cette comparaison et à abuser de la mémoire de la Shoah. Je pense notamment à la Macronie qui mobilise en permanence ce souvenir à tort et à travers. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, dans l'entre-deux tours de 2017, il a fait 2 visites. Oradour-sur-Glane, massacre de 642 personnes par des Waffen-SS, et le mémorial de la Shoah. Les 2 discours ont fait référence à Marine Le Pen. Donc, moi, c'est pas un sujet sur l'antisémitisme au RN, je n'en sais rien, il y en a probablement encore. Mais simplement, comparer le Rassemblement national au parti nazi, c'est insulter la mémoire de ceux qui sont morts dans cette période, je le crois sincèrement. Depuis, je vous passe les allusions sur les gilets jaunes qui sont la peste brune. À chaque période électorale, on nous ressort le truc. Ils sont d'extrême droite, ils sont nazis. Ils vont transformer la France en Troisième Reich. Donc, permettez-moi de vous dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à mobiliser cette mémoire. CNews eux-mêmes, ils sont accusés en permanence d'extrême droite, de fascisme, etc. Encore ce week-end, ils se sont fait virer de Sciences Po sous les huées des étudiants qui ont absorbé ce genre de discours. Donc moi, je suis pour qu'on arrête ce climat qui a dégradé le débat public, mais qu'on le bannisse pour tout le monde. C'est une décision politique pour vous ? Le jugement de Jean-Luc Mélenchon ? Non, c'est pas une décision politique. Je pense que vraiment traiter les gens de nazis, ça s'apparente à de l'injure publique, voire à un discours diffamant. Donc, je vais dans le sens de Mickaël en soulignant que justement, quand Jean-Luc Mélenchon ose faire référence à la banalité du mal, parce qu'il est interdit d'intervenir à l'université de Lille, il y a vraiment, je trouve ça assez insultant justement par rapport à la mémoire justement des victimes. C'est vraiment pas correct. Moi, il y a une question que je voulais poser à Philippe Bilger, comme vous êtes un éminent juriste. Injure publique. Vous avez comme été avocat général, donc vous n'êtes pas un béotien du droit. Complètement étranger. Mais ce que je veux dire, injure publique, il n'a pas dit le président de la faculté de Lille égale Eichmann, il a fait allusion à Eichmann. Est-ce que le choix du motif d'accusation pour le dépôt de plainte ne conduit pas directement soit au non-lieu, soit... Je ne crois pas, Philippe. Parce qu'il n'a pas traité de Eichmann, quand même, il faut le reconnaître. Bien sûr, mais bon... Et donc, il n'y a pas d'injure dans ce domaine. Je ne crois pas, je crois que la cause, mais on ne peut pas préjuger, est plus solide que pour les enquêtes en ce qui concerne Mathilde Panot et compagnie, où là, l'apologie, de mon point de vue, de terrorisme rentre dans un domaine qui relevait de la parole politique, même dévoyée. Mais là, Mickaël, vous qui connaissez bien Hannah Arendt, il est intéressant de savoir qu'en réalité, elle n'a parlé de banalité du mal que parce qu'en réalité, elle n'a assisté qu'aux premières audiences. Si elle avait assisté à tout le procès, elle l'a dit elle-même, elle aurait peut-être complexifié, si j'ose cette expression, la banalité du mal, puisque la fin du procès révélait tout sauf un fonctionnaire banal. Vous pensez, comme Mickaël Sadoun, qui en a marre de faire allusion à la Deuxième Guerre mondiale en permanence, ou vous pensez qu'il faut parler du passé? Appelez-nous au 0826 300 300. Et puis, Mickaël, je trouve votre raisonnement évidemment très fin, mais tout de même, je considère que l'assimilation qu'il fait peu ou prou à Adolf Eichmann à propos de ce conflit propre à l'université nous envoie dans un réduction ad Hitlerum, si j'ose dire, plus grave que les références banales et lassantes qu'on entend souvent dans le discours politique. Je suis absolument pas d'accord. Je pense que c'est vraiment l'utilisation abusive de ça qui a pourri le débat public depuis 30 ans, qui fait que des gens quotidiennement se cachent de leurs opinions politiques. Mais est-ce qu'on trouve ça normal ? Il y a 40 à 50% des gens dans ce pays qui se sentent à droite, voire bien à droite. Ils sont frappés de censure parce que derrière ce débat, il y a la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, et que personne n'a envie d'être traité de fasciste. Je ne le discute pas, mais en général, les autres ne disent pas d'un tel, c'est Hitler, ou c'est... Là... Ils sont plus malins, ils y font allusion. Ils y font allusion, mais avec insistance, parce que sincèrement, ce qu'on a entendu sur Marine Le Pen, etc., c'était salé. Mais elle a même été comparée avec un étron. Vous ne trouvez pas étonnant que Régis Bordet, là, qui est le président de l'université de Lille, ne porte pas, lui, plainte à titre privé?
Voilà. C'est étonnant quand même. Oui. Ben alors, c'est quand même c'est la fonction publique universitaire, donc je trouve ça plutôt rassurant que ce soit justement son ministre de tutelle qui prenne la responsabilité de porter plainte, parce qu'à travers lui, c'est l'institution qui est insultée. Et d'ailleurs, pour les enseignants, non pas de l'université, mais du secondaire, ça peut être assez inspirant. Si à chaque fois l'institution, l'enseignement était derrière les professeurs insultés, sûrement ça irait un peu mieux. Oui. On part au 0826 300 300 avec notre vraie voix du jour, une vraie voix catalane, perpignanaise. Diane, rebonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, votre opinion là-dessus? Tout d'abord, je voudrais remercier Manu et Audrey pour leur gentillesse. Ça, je voudrais le dire parce qu'ils sont très compétents et très gentils. Alors, c'est nos standardistes et on les embrasse, bien évidemment. Voilà, c'est Aude, pas Audrey, mais c'est pas grave. Aude, excusez-moi, Aude. Ouais, je sais que Aude, c'est à côté des Pyrénées-Orientales et qu'il y a une rivalité, mais elle s'appelle bien Aude. Excusez-moi, voilà, je voulais les remercier. Quand même. Par contre, oui, pour Mélenchon, il y a longtemps qu'on aurait dû porter plainte contre lui, dès le 7, tout le LFI, quand ils ont commencé à parler du Shoah, quand ils ont commencé à parler sur les Israéliens, on aurait dû déjà les faire taire à ce moment-là. On les a laissés faire, et tout le monde les a laissés faire. Les journalistes, aussi bien les avocats, tout le monde. Même le président, tout le monde les a laissés parler comme ils ont parlé. On les a laissés faire pour en arriver là où on arrive maintenant. Et ils continuent, je crois, tout permis. Et ça, c'est inadmissible de parler d'Israël comme ils en parlent. C'est inadmissible. On peut défendre les autres, on peut descendre tout le monde, mais avec du respect. Et ils en manquent complètement. Et la Ligue des femmes, c'est encore plus atroce ce qu'ils font avec Israël. C'est atroce. Et on les laisse faire. Et je pense qu'il devrait y avoir la justice qui devrait y intervenir. Et ils auraient peut-être le pouvoir de le faire. Mais j'aimerais savoir... Mais Diane, je vais vous poser une question. On va vous dire, oui, mais il y a quand même la liberté d'expression, et dans un pays comme la France, alors comme l'a rappelé Jean Dorido, il y a des limites, on n'a pas le droit de tenir des propos homophobes, racistes, antisémites, etc. C'est passible de sanctions légales, mais il y a quand même la liberté d'expression. On a le droit de dire qu'on est, je sais pas, pourquoi pas, contre Israël et pour un État palestinien. Mais tout à fait, on le dit bien pour la Russie ou pour les Ukrainiens. On le dit, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Il y a une limite, quand même une limite. Ça aurait été Marie Le Pen, comme le monsieur le disait tout à l'heure, ça aurait été le Front National ou la Reine qui aurait dit ça, mais il y a longtemps qu'ils auraient été injustes, il y a longtemps qu'on les aurait attaqués. Je ne suis pas pour eux, ni pour les uns ni pour les autres, mais les filles là, ils dépassent les bords. Ils sont injects. Vous m'excuserez, ils sont injects. C'est quelque chose Et est-ce que je voudrais poser une simple question. La justice, peut-être, je ne suis pas raciste, pas du tout, mais j'aimerais faire une enquête pour tous les juges, pour tous ces juges-là, pour savoir de quel parti ils font partie et de quelle religion ils en font. Parce que quand vous voyez, et je ne suis pas du tout raciste, j'aimerais bien le savoir, parce que je me pose beaucoup de questions quand vous voyez la justice qui est faite actuellement. Sur la politisation de la justice, on en a souvent parlé, notamment c'était mon coup de gueule de vendredi sur le syndicat de la magistrature. Alors si tout a été dit par vous, il y a non, j'ai pas tout dit, évidemment, s'il vous plaît. Non mais sérieusement, je crois que la politisation, elle existe de la part de certains magistrats, mais paradoxalement, dans les affaires de presse, il me semble qu'elle est moins nette, moins éclatante, parce c'est plutôt l'espèce d'humus vaguement de gauche sur la liberté d'expression, les réductions ad Hitlerum qui gangrènent aussi la justice, je pense. Pour revenir sur Mélenchon, que ce soit Jean ou Mickaël, il a quand même participé, Jean-Luc Mélenchon, à 19 débats, en tout cas, dans les universités. 3 seulement ont été annulés. Est-ce que ça méritait ça? Enfin, est-ce que là, on n'est pas dans la prorogation pure et simple? C'est-à-dire que lui, manifestement, clairement, c'est presque une aubaine. Pour lui, cette interdiction d'intervenir à Lille, il en fait vraiment, avec un certain talent, il faut le reconnaître, l'occasion d'être justement sous le feu des projecteurs. Là, on est en train précisément de parler de lui, avec en plus, me semble-t-il, une espèce de stratégie très électoraliste, en réalité, une espèce de clientélisme qui est un jeu assez dangereux, me semble-t-il, dans le jusqu'au boutisme. Mickaël Sadoun, notre ami Jean Dorido, parle d'électoralisme il y a 5 ans. Manon Aubry avait fait 6,38%, je crois. Aujourd'hui, LFI est plutôt à 8,5% selon les sondages, entre 7,5 et 8,5 schématiquement. Est-ce que finalement, c'est pas porteur électoralement? Parce que entre 6, quelque chose et 8, il y a quand même un bon petit plus quand même.
Oui, après, je suis pas sûr que la stratégie de LFI marche totalement. Je suis convaincu. Ça permet pas de gagner à 50%, mais ça permet d'avoir des sièges. Et ça monte, ça remonte. Non, mais c'est sûr. Bon, c'est une analyse assez classique, mais Jean-Luc Mélenchon veut évidemment exploiter une masse de plus en plus importante d'électeurs des banlieues qui s'opposent de manière plus ou moins frontale à l'Occident, à Israël, à la domination, que disent-ils, des Juifs ou des Blancs ou que sais-je. Mais je suis sûr qu'il y a une partie importante des musulmans de ce pays qui ne se laisse absolument pas embrouiller par ces discours dragueurs et un peu lourdingues entre nous. Et puis après, comment vous dire, cet électorat est très peu politisé aussi. Donc la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle n'est pas très payante à court terme. D'ailleurs, vous remarquerez que la stratégie de communication de la France Insoumise est centrée autour de la mobilisation de cet électorat en leur disant en permanence « allez voter, allez voter, allez voter ». C'est pour ça aussi qu'ils sont présents dans les universités, parce qu'ils savent que c'est des facteurs de politisation et que ces gens-là ensuite vont évangéliser le reste du pays à leur place. Voilà. Et sur les sondages, c'est vraiment à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Oui. Moi, j'ai hâte de voir quels seront les résultats des européennes du 9 juin, parce que pour le coup, je suis pas sûr du tout. Quand on regarde ce qui se passe à gauche, la NUPES déjà a complètement explosé. Fabien Roussel a désavoué Jean-Luc Mélenchon. Glucksmann fait... Et là, il vient de dire que c'était indéfendable, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, complètement. Et du coup, je suis même pas sûr que pour la gauche, LFI fasse un très très bon travail. Il y a une espèce de pari effectivement qui est fait en termes de clientélisme. Qui tout double. Qui tout double, et j'envisage le pétard mouillé en l'occurrence. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bichard, le mot de la fin? Et puis on a entendu ce matin Manon Aubry, il faut voir que leur principal ennemi, paradoxalement, c'est Glucksmann. Elle n'a pas manqué de le cibler, de le pourfendre, parce qu'il est très gênant. Il récupère des voix dont LFI souhaiterait qu'elles allassent chez les... Oh, c'est beau! En tout cas, un aparté subjonctif comme ça. En tout cas, elle est loin, la NUPES. Allez, les amis, rassemblons-nous autour d'un jeu commun. Ce qui est dit pendant ce jeu est indéfendable aussi, je vous le dis, les façons de faire, la tricherie, la méchanceté, la banalité du mal. Le qui c'est qui l'eût dit. En votre absence, ma chère Cécile, ça a été plus calme. Ah oui, on a eu des... Comme quoi une mollesse. Parce que vous avez moins de partialité en votre faveur. Oui, vous savez quoi? C'est l'inverse. Vous savez quoi? C'est Cécile Isbach. À tout de suite.